Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Politique et mesures en faveur de l'éducation des filles. Lucila Jalad, avec la collaboration de Nicole Teta-Mokam. 1. Remarque PRELIMINAIRES. L'objectif de ce chapitre est de dresser un panorama des politiques et des mesures proposées ou appliquées en faveur de l'éducation des filles en Afrique subsaharienne, et en particulier dans les pays francophones. 5. Il présente une synthèse des principaux problèmes concernant les disparités scolaires de genre et de leurs causes et des approches communes utilisées pour répondre à ces problèmes, en identifiant les approches les plus prometteuses à la lumière des informations disponibles. Les études d'évaluation étant peu nombreuses et dispersées dans la sous-région, les auteurs voudraient souligner que ce travail a été grandement facilité grâce à 3 publications récentes à caractère synthétique, notamment l'examen des expériences innovatrices en Afrique de l'Ouest et centrale réalisé par le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, CIEFFA, le rapport de suivi de l'EPT 2003 à 2004 et la synthèse de 5 études de cas, publiées par l'Institut international de planification de l'éducation, IIPE. Le présent chapitre s'insère dans le cadre de l'objectif 5 du cadre d'action de Dakar qui distingue 2 objectifs à atteindre au niveau mondial. La parité entre les genres, en 2005, dans l'enseignement primaire et secondaire. Soit, sur le plan quantitatif, l'égalité dans les taux d'accès et de réussite au diplôme de fin de cycle, entre garçons et filles dans ces 2 cycles et l'égalité entre les genres, en 2015, dans ces 2 cycles, soit sur un plan qualitatif, par le fait que garçons et filles bénéficient d'une éducation de qualité équivalente, libre de stéréotypes ou de préjugés liés au genre, ainsi que des mêmes chances de réussite. Les aspects concernant l'éducation primaire et secondaire sont donc privilégiés, tout en tenant compte des interrelations avec d'autres niveaux d'éducation ainsi qu'avec les disparités en dehors de l'école. La distinction entre parité et égalité est utile pour aborder la question de l'équité entre les genres. Ces 2 concepts sont cependant inégalement représentés dans les analyses et données présentées, car les aspects quantitatifs de la parité sont plus faciles à préciser et à mesurer que ceux plus complexes et qualitatifs liés à la notion d'égalité. 2. Cibler les PROBLEMES. 2.1. La CCES et la survie scolaire en Afrique SUBSAHARIENNE. Les pays d'Afrique subsaharienne constituent la région du monde où les niveaux d'éducation sont les plus faibles. Tous les observateurs sont unanimes sur ce point. D'après le rapport de suivi de l'EPT 2003 à 2004, les taux de scolarisation pour la région sont les plus faibles à tous les niveaux d'enseignement, primaire, secondaire et supérieur, de même que les taux d'alphabétisation des adultes qui sont leurs corollaires. Ces pays ont aussi le niveau le plus élevé de disparité entre garçons et filles. Dans l'ensemble constitué par les pays d'Afrique subsaharienne, les pays francophones se trouvent parmi les plus défavorisés et montrent, en général, des performances inférieures à celles des pays anglophones. 9. On trouvera au chapitre 2 de cette étude le profil statistique spécifique de ces pays en matière de disparité de scolarisation entre genres. Une spécificité de la situation éducative des pays subsahariens, et particulièrement des pays francophones de cette région doit être soulignée d'emblée. Si on distingue les 3 dimensions de l'inégalité scolaire, à savoir l'accès à l'école, le rendement scolaire et la survie au sein du système d'enseignement, par opposition à l'abandon, les filles ont un accès à l'école plus faible que les garçons en Afrique subsaharienne, mais à la différence de la grande majorité des pays du monde, elles ont une survie scolaire inférieure dans une majorité de pays et redoublent plus que les garçons dans un bon nombre de cas, confère Chap. 2. Alors que dans la plupart des pays hors Afrique subsaharienne, le problème principal des filles est celui de l'accès, il faut donc rapprocher de l'école les filles qui en sont exclues. Dans de nombreux pays francophones subsahariens, les filles sont désavantagées à la fois sur le plan de l'accès à l'école et du parcours scolaire. Les causes de cette situation doivent être combattues. Dans cette sous-région, cette disparité a des conséquences négatives particulières du fait que le français est la langue officielle unique dans la plupart des pays et un instrument nécessaire pour avoir accès à l'espace public, administration, médias, ainsi qu'au secteur moderne de l'économie.
Les filles se trouvent donc défavorisées par rapport aux garçons pour l'accès au français et à cet espace public. Leur enfermement dans les formes traditionnelles de la vie sociale s'en trouve donc accentué. Les disparités de scolarisation représentent aussi une inégalité de fait d'accès aux ressources allouées à l'éducation par le budget de l'État ou par les familles, dans la mesure où les garçons en bénéficient davantage que les filles. 2.2. Le diagnostic. De nombreuses études ont été réalisées sur les facteurs déterminant la participation scolaire et les disparités entre filles et garçons. 2 études de synthèse récentes en ont fait un examen détaillé 10. Un résumé de ces facteurs est donné ci-après pour introduire ce qui est l'objet central de cette étude. Les approches qui ont été proposées pour contrer les contraintes et développer l'éducation des filles, qui seront traitées dans le point 3. Parmi les causes des inégalités entre genres en matière d'accès, de rendement et de survie scolaire dans les pays subsahariens, l'environnement économique et socio-culturel occupe une place déterminante, suivi des facteurs internes au système éducatif. Cet ordre, qui inverse la façon habituelle de présentation, aide à mieux mettre en perspective les inadéquations de l'offre scolaire par rapport au contexte, ce qui est une des clés du problème. 2.2.1. Les facteurs contextuels sociaux, culturels et économiques. 1. L'environnement, la famille et d'autres acteurs sociaux. Pour les enfants en âge scolaire, l'acteur déterminant de leur scolarité est la famille. Les choix familiaux déterminent en bonne partie les choix scolaires de l'enfant. La famille fait partie, cependant, d'un réseau social plus ample, composé de la famille élargie, des groupements de parents, des membres de la communauté locale, qui a une incidence sur les décisions familiales. Les enseignants et les administrateurs font aussi partie de l'environnement social immédiat de l'école, et reflètent ses valeurs d'une façon plus ou moins forte selon les cas. 2. La pauvreté en interaction avec les normes sociales traditionnelles. Comme le montre le rapport de suivi de l'EPT 2003-2004, 2 grands facteurs, le niveau des revenus et les normes sociales concernant la place de la femme dans la famille et la société, exercent une influence sur les décisions familiales de façon indépendante et en synergie entre eux. La pauvreté et les structures patriarcales d'autorité se combinent dans le contexte des pays subsahariens pour affaiblir la scolarité des filles. Concrètement, les facteurs limitatifs de la scolarité sont la charge financière représentée par les coûts directs et indirects de la scolarité, frais de scolarité, uniformes, fournitures, notamment pour les familles pauvres. Le travail des enfants, qui s'exerce principalement dans le cadre familial, dans les tâches domestiques, ménage, garde des enfants, prédominante pour les filles et dans les activités de production familiale, prédominante pour les garçons. La scolarité représente donc un coût d'opportunité important pour les familles. Les perspectives de vie des filles, lesquelles sont destinées essentiellement au mariage, souvent à un âge précoce et avec de faibles perspectives de trouver des emplois rémunérateurs dont, dans cette éventualité, les bénéfices reviennent à la belle famille. En dehors du secteur informel, les débouchés pour les filles ayant fait des études sont très limités, en particulier dans les métiers nécessitant une formation scientifique et technique. Dans de nombreux pays subsahariens, même la profession enseignante reste encore largement masculine, voir chapitre 2. D. Les perceptions familiales et communautaires concernant la scolarité des filles restent négatives, notamment la perception des dangers liés à la fréquentation de l'école, exposition des filles à la violence, notamment sexuelle à l'école, fréquente dans certains pays et provenant tant des élèves que des enseignants, risque de grossesse avant le mariage. La méfiance à l'égard du changement culturel qu'induirait l'école, voire la peur de la débauche. La perception négative de la capacité des filles à réussir à l'école, par rapport aux garçons. Étant donné ces diverses contraintes, financières ou familiales, les risques potentiels ou réels en jeu et les perceptions dominantes concernant la place de la femme dans la famille et la société, les familles respectent la répartition traditionnelle des rôles entre garçons et filles et ont tendance à appliquer une préférence pour le fils, dans leurs décisions envers la scolarité de leurs enfants, plus réticentes à envoyer leurs filles à l'école, plus rapides à les retirer de l'école. 3. Le cercle vicieux, accès tardif, redoublement, abandon de l'échec scolaire des filles. Dans les pays subsahariens,
La fille se trouve prisonnière d'un cercle vicieux que Madame Abba résume de façon parlante. Les pratiques préjudiciables à la fille au niveau familial et communautaire font qu'elle accède moins à l'éducation, étudie moins lorsqu'elle a été recrutée, abandonne plus souvent et développe, dans tous les cas, moins de confiance en elle-même. Ce cercle vicieux est bien illustré par la monographie sur la Guinée, Confère chapitre 3, qui met en évidence que les redoublements parmi les filles, liés souvent aux exigences des tâches ménagères, entraînent des retards scolaires en termes d'âge qui, à leur tour, provoquent des abandons plus fréquents avant la fin du cycle scolaire. Et ceci, notamment, à l'arrivée de la puberté et pour cause de mariage précoce. 2.2.2. Les facteurs scolaires. Le fonctionnement de l'école et des systèmes éducatifs n'est pas étranger au problème des inégalités de scolarité entre les genres. Certains facteurs internes à l'école viennent se greffer sur les contraintes du contexte social. 1. Les principaux facteurs propres à l'école et au système scolaire 12. A. Les écoles sont mal distribuées géographiquement. Elles sont insuffisantes pour assurer une bonne couverture de la population. En zone rurale, elles sont trop éloignées et exigent de longs parcours pour s'y rendre. Les zones rurales souffrent donc de taux de scolarisation beaucoup plus faibles que les zones urbaines, chapitre 2. La solution de l'internat est peu développée, en raison de ses coûts de fonctionnement élevés. Les solutions traditionnelles telles que les enfants confiés à des parents habitant dans des régions mieux desservies se sont souvent révélées inadéquates pour l'épanouissement, voire la santé de l'enfant. B. Les coûts directs et indirects sont trop lourds pour les possibilités des familles. C. Les programmes sont inadaptés aux réalités du milieu et aux besoins des filles. Les matériels scolaires sont biaisés et mal adaptés au statut social des filles. D. L'organisation et les espaces scolaires sont inadaptés pour les filles. Absence de toilettes séparées, classes mixtes, voire dangereux en raison du harcèlement sexuel dont elles sont victimes de la part tant des enseignants que des élèves. E. L'orientation scolaire défavorise la poursuite d'études longues et l'accès des filles à l'enseignement scientifique, technique et professionnel. 2. Les enseignants et le personnel de l'enseignement, agents de reproduction ou de changement. En principe, les enseignants sont unanimement désignés comme devant jouer un rôle clé dans le renversement de la situation actuelle. Mais il est fréquent que les enseignants des pays subsahariens soient peu formés et peu sensibilisés au problème des disparités entre filles et garçons. Ils continuent à véhiculer des traditions et coutumes qui renforcent les stéréotypes défavorables à la réussite scolaire des filles et des préjugés sur le statut inférieur de la femme. La question se pose donc sur les possibilités réelles du personnel enseignant et non enseignant d'échapper à ces influences, pour jouer un rôle actif et conscient dans la lutte contre les disparités entre les genres. 3. L'impact des crises, des conflits et du sida. Aux conditions déjà difficiles vécues par les enfants en pays subsahariens en temps normal, s'ajoute l'impact d'événements défavorables fréquents dans la sous-région. La situation de vie de nombreux enfants, et donc leur chance de jouir d'une scolarité régulière, se trouve sévèrement diminuée par des crises économiques ou climatiques, des conflits armés et les déplacements qui en découlent. S'y ajoute ces dernières années, l'épidémie du HIV-SIDA qui représente le fléau le plus dévastateur affectant les pays subsahariens et dont les perspectives d'amélioration sont minces. Parmi les enfants, la scolarité des filles se trouve particulièrement affectée du fait de leur vulnérabilité et de leur rôle au service de l'entretien des membres de leur famille qui s'accentue lorsque les parents viennent à manquer ou à s'absenter. 4. Facteurs scolaires et facteurs extérieurs à l'école, quel poids respectif ? Pour conclure, en nous faisant l'écho du consensus exprimé par les chercheurs et les acteurs de l'éducation, nous avons souligné ici l'influence des facteurs externes, de contexte social, par rapport aux facteurs scolaires sur la scolarité des filles dans la sous-région. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est l'interaction entre les deux types de facteurs qui compte. Le débat sur le poids respectif des facteurs scolaires et externes à l'école reste ouvert, notamment lorsqu'il s'agit de formuler une politique pour réduire les disparités entre genres et de choisir les stratégies les plus adaptées aux conditions du pays, voir ci-dessous. 3. Cibler les approches prometteuses. 3.1. Quelques PRECISIONS, des politiques nationales aux mesures SPRECIFIQES.
L'objet principal de cette étude est d'identifier les politiques et les mesures favorables à l'éducation de base des filles. La terminologie propre à ce domaine est souvent utilisée avec des significations diverses, et notamment différentes entre le monde francophone et anglophone 16. Il convient donc de préciser les termes bien qu'ils soient utilisés ici, dans un sens large et fonctionnel et en acceptant un certain degré d'ambiguïté. La présente étude porte sur les politiques d'éducation de portée nationale qui identifient les grands objectifs et les priorités, parfois en précisant aussi les principales stratégies pour les atteindre. Elle porte sur un pays ou une partie de celui-ci. Les stratégies se réfèrent aux voies par lesquelles on espère atteindre des objectifs donnés. Dans le contexte francophone, les stratégies sont comprises comme pouvant être relativement complexes, comporter plusieurs composantes et ou se référer à divers niveaux, international, national, régional, local. Les mesures spécifiques de tout type visant à atteindre un effet concret. À ce sujet, on pourra parler aussi de modalités d'action. Dans certains cas, on utilisera le terme plus englobant d'approche pour synthétiser les éléments communs à la base des diverses stratégies et mesures observées. Les politiques, stratégies ou mesures peuvent être examinées à 3 niveaux. Les propositions, c'est-à-dire les indications de ce qu'il faut faire. Les réalisations effectives sur le terrain grâce à des projets ou des programmes de mise en œuvre et les résultats obtenus, c'est-à-dire ce qui marche ou ne marche pas. Obtenir des informations à tous ces niveaux exigerait un travail détaillé et de longue haleine qui nécessiterait des études de cas approfondies. Le présent chapitre se bornera à examiner les propositions de politique, de stratégies ou de mesures visant à réduire les inégalités scolaires entre les genres, réalisées par les divers acteurs nationaux et internationaux. Il présentera, aussi, quelques indications générales sur les réalisations de terrain et sur les résultats obtenus, à la lumière des études collectées et des monographies préparées pour cette étape. 3.2. Quelques constats, initiatives internationales, nationales et locales. Les actions en faveur de l'éducation des filles interviennent au niveau international, national et local. De nombreuses initiatives voient le jour à ces 3 niveaux sous l'impulsion de différentes institutions et acteurs, organismes internationaux, gouvernements, associations ou groupements non gouvernementaux. Un bref aperçu de ces initiatives, en particulier celles au niveau international, est présenté ci-dessous. 3.2.1. Initiative internationale. La communauté internationale est un acteur important en matière de réduction des inégalités entre les genres, et ceci par 3 voies principales. 1. Les déclarations et conventions internationales. Depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la plupart des pays ont adhéré à des conventions internationales, juridiquement contraignantes ou ont approuvé des déclarations issues de réunions internationales concernant directement ou indirectement les droits des femmes et des enfants. Parmi ces dernières, la plus connue et la plus récente dans le domaine éducatif est le cadre d'action de Dakar faisant suite à la Conférence mondiale sur l'éducation pour tous de 1990 à Jomtien. Des processus équivalents existent spécifiquement pour les pays d'Afrique subsaharienne. 2. Des programmes et des initiatives de collaboration internationale. Ces programmes ou initiatives sont plus structurés et comportent souvent des objectifs précis. Ils sont mis en œuvre de façon plus continue et rapprochée du terrain. Suite à la déclaration de Dakar, on observe une activité foisonnante dans la sous-région. On peut citer le processus de suivi de l'EPT qui met l'accent sur les aspects d'égalité entre les genres, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, ADA, ayant donné lieu à la création du Forum de femmes éducatrices en Afrique, FAO, et l'Initiative pour l'éducation des filles de l'UNICEF. 3. L'aide au développement, au niveau des pays. Le financement bilatéral, tel que la coopération française, USAID, NORAD, SIDA et multilatérale, Banque mondiale, Fed, BAFD, etc., est un instrument essentiel de la mise en œuvre des objectifs agréés par la communauté internationale et un levier d'incitation, voire de pression auprès des gouvernements nationaux. Quels sont les résultats de ces efforts internationaux ? Sans prétendre faire une évaluation complète,
un certain nombre de constats préliminaires s'imposent. Les conventions ayant une valeur juridiquement contraignante exigent de nombreux pays signataires des rapports nationaux périodiques sur les progrès réalisés. Amplement diffusés, ils prennent le monde à témoin des progrès réalisés en plus de constituer une source utile d'information. Les déclarations ont seulement une valeur morale et d'émulation, mais abondamment citées par tous les acteurs, elles sont devenues une référence incontournable. Les programmes ou initiatives internationaux se sont développés activement dans les pays subsahariens sur les plans du plaidoyer, de la mobilisation des partenariats et des financements, de l'appui à des activités stratégiques. Une grande partie des agences d'aide au développement accordent une priorité à l'éducation de base des filles. Concernant les pays subsahariens, le rapport de suivi de l'EPT 2003 à 2004 ainsi que d'autres analyses confirment la présence de financements internationaux en faveur de l'éducation des filles dans la sous-région. Bien que le montant de l'aide à l'éducation ait diminué dans l'ensemble, ces pays et l'éducation de base restent des bénéficiaires prioritaires. Leur influence dans le domaine des priorités et des concepts est notoire. Les deux monographies présentées au chapitre 3 et 4 illustrent abondamment et concrètement la présence active des partenaires internationaux en Guinée et au Niger par la voie des agences de financement, mais aussi des initiatives internationales spécifiquement consacrées aux filles telles que FEA, FAO. En outre, comme le montre le chapitre 2 ainsi que les cas étudiés par les deux monographies, on observe des progrès significatifs et manifestes sur le plan quantitatif. La question de l'impact ou de l'efficacité de l'action internationale reste posée. De nombreuses critiques soulignent leurs lacunes et parfois leurs effets pervers. La substitution des acteurs nationaux par les responsables internationaux et le manque de coordination des interventions extérieures ont provoqué des résultats segmentés et de véritables zones franches au sein des systèmes éducatifs nationaux. Pour répondre à ces critiques, une nouvelle approche basée sur une politique sectorielle intégrée sous leadership national s'impose progressivement. Elle est basée sur de nouvelles formes de partenariat entre acteurs nationaux et internationaux, dont l'ADA est l'un des avocats. Le cas de la Guinée offre un exemple concret d'application de cette évolution au niveau national. On constate que les organismes liés à la francophonie sont peu présents dans ce grand mouvement de partenariat international. Spécifiquement pour l'Afrique subsaharienne, au sein de l'ADA, seules les aides bilatérales des pays francophones et l'aide canadienne, partiellement francophone, font partie des partenaires officiels en tant que bailleurs de fonds. Le GRETAF participe à ce processus en tant qu'ONG. Il participe activement aux concertations organisées par l'UNESCO sur le suivi de l'EPT et prend une part active aux travaux du groupe de réflexion des ONG francophones sur l'EPT, qui ont eu un développement significatif en 2003. Ces activités conduisent graduellement à une plus grande contribution de la francophonie au programme mondial EPT. Pour conclure, la contribution potentielle de ces divers organismes internationaux est significative dans la mesure où ils travaillent en synergie au sein d'une communauté de partenaires internationaux et nationaux. 3.2.2 Initiatives nationales et locales au niveau des pays. Plusieurs pays francophones de l'Afrique subsaharienne ont pris des initiatives de portée nationale en faveur de l'éducation des filles, comportant un processus national de définition d'une politique et des stratégies de mise en œuvre avec des résultats très positifs. La Guinée en est une illustration, chapitre 3, ainsi que la Mauritanie, le Bénin, le Mali ou le Sénégal, comme le confirment les données statistiques du chapitre 2. Plus récemment, la majorité des plans d'action élaborés par les pays dans le contexte du cadre d'action de Dakar proposent la réduction des disparités de genre comme objectif prioritaire et identifient des stratégies et une vaste gamme de mesures de mise en œuvre. La région a aussi été le témoin d'une pléthore d'initiatives locales innovantes, destinées à promouvoir l'éducation des filles. Ces initiatives ont un caractère expérimental ou pilote. Leur champ d'application est en général local. Elles se réfèrent à des populations cibles avec des objectifs, des contextes et des approches très divers. Les ONG sont venues nombreuses pour appuyer ces initiatives locales et se sont rapidement développées. Quelles leçons peut-on en tirer ? Diverses sources signalent que les apports des ONG sont valables et nombreux en termes d'expérience,
de mobilisation des acteurs, d'innovation pédagogique et de production de matériel, etc. Leurs apports sont notamment à mentionner dans des domaines délaissés par l'État, tels que l'éducation sexuelle. Cependant, des voix s'élèvent pour signaler leur prolifération 27, parfois due à l'intérêt d'obtenir une subvention financière. Elles signalent aussi leur difficulté à élargir leur capacité d'action, à agir de façon soutenue ou à assurer une performance homogène. L'évaluation des résultats et la coordination des ONG rencontrent des difficultés. Par ailleurs, l'action des ONG a été souvent liée à la mise en œuvre de projets locaux à caractère innovant ou pilote, lesquels rencontrent des difficultés bien connues pour leur passage à grande échelle. On doit donc en conclure que bien que l'action des ONG sur le terrain soit immensément utile, leur action ne saurait remplacer le rôle de l'État et doit s'inscrire dans un cadre de politique nationale. 3.2.3 Connaître et évaluer les initiatives. Il est juste de parler d'un foisonnement d'initiatives dans le domaine de la scolarisation des filles tant leur nombre est important, leurs modalités et propositions d'action aux divers niveaux abondantes et variées. Comment avoir une vision d'ensemble, d'abord de leur contenu, mais aussi et surtout, de leurs résultats. En effet, la majeure partie des expériences innovatrices sont présentées comme des réussites. Pour valider de telles expériences, il faudrait disposer d'un certain recul dans le temps et vérifier si elles ont été effectivement mises en œuvre, si elles ont pu être, sinon généralisées, au moins disséminées avec une certaine ampleur et avec quels résultats. Dans la perspective de recherche-action de la présente étude, il est très important de disposer d'informations sur le devenir de ces expériences dès la deuxième année, après les premières tentatives. Dans une perspective de dissémination, l'évaluation devrait porter non seulement sur le contexte initié, mais aussi sur des contextes différents de ceux qui en ont permis l'émergence, lorsqu'elles sont mises en œuvre par d'autres acteurs que ceux qui en ont eu l'initiative. Or, les données et études pertinentes sont encore peu nombreuses dans les pays francophones subsahariens. Il est relativement facile de disposer de données statistiques comparatives agrégées pour les indicateurs de base au niveau des pays. Comme le montre le chapitre 2, ce type de données permet d'apprécier la situation éducative et son évolution au niveau global et dans des intervalles de temps relativement longs. Ces données agrégées permettent ainsi d'établir des constats utiles concernant l'impact des mesures prises et observables au niveau national. L'analyse plus fine d'expériences localisées exige des données désagrégées. Or, les études d'évaluation ciblées et spécifiques sont en général de portée limitée, dispersées à l'intérieur des pays ou dans divers pays et difficiles d'accès. Pourtant, il est indispensable de les examiner dans une perspective d'évaluation comparative pour dégager des options de politique éducative en faveur des filles. C'est l'objectif de la section ci-dessous. Ce travail de synthèse n'est pas facile. La disponibilité de 2 publications récentes de l'UNESCO et du CIEFFA réalisant ce type de synthèse a rendu possible la rédaction du présent chapitre dans des délais raisonnables. 3.3 Les approches communes. Sur le plan des objectifs, les diverses initiatives présentées partagent les grands objectifs communs placés pour l'essentiel sous la bannière du cadre d'action de Dakar. Sur le plan de la mise en œuvre, des stratégies et des mesures diverses ont été proposées ou réalisées. Cette section s'efforce de dégager des points qui sont communs à ces initiatives et qui semblent porteurs de réussite. En s'attaquant au problème des disparités de genre, certains responsables ou chercheurs sont enclins à considérer les solutions dans une perspective partielle et de court terme. Or, la solution de ce problème, complexe et imbriqué dans le tissu social, exige une perspective holistique aussi bien qu'éducative. En outre, au-delà des stratégies et des mesures prises, c'est le processus politique et social qui compte. Dans cette optique, on présente ci-dessous les approches et stratégies d'ordre général ou institutionnel 3.3.1 à 3.3.3, qui sont considérées comme une condition de l'efficacité des stratégies strictement éducatives 3.3.4. 3.3.1 L'approche holistique. Pendant des décennies, l'action est... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.